Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo FAQ sur les oracles, les tarots et le Lenormand. Donc je réponds aux questions que vous m'avez posées, soit dans la partie communauté, soit dans les vidéos précédentes. Donc merci, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Petit rappel en début de vidéo, donc ce que je réponds n'engage que moi. Si vous avez une autre manière de faire, ça ne me pose aucun problème. Du moment qu'on me laisse faire comme je veux, je vous laisse faire ce que vous voulez. Et ce que je vous présente, c'est ma manière de faire, ce qui me convient à moi. Mais voilà, c'est pas parce que moi je fais comme ça que vous devez faire comme ça. Faites ce qui vous convient. Allez, donc je continue avec les questions qu'on m'a posées. Alors, on m'a demandé pourquoi as-tu choisi de partager ton expérience, tes tirages et cet univers de la cartomancie sur les réseaux sociaux? Alors, pourquoi j'ai décidé de faire ça? Parce que quand j'ai commencé j'ai commencé ma chaîne, mes premières vidéos, je pense, sur les cartes aux alentours de 2017. Et en 2017, je me rappelle que quand j'ai commencé à tirer les cartes, j'ai pas trouvé énormément de vidéos à ce sujet. Il n'y avait pas énormément de chaînes encore. J'avais trouvé la chaîne de Claire de la Lune en chaîne francophone, celle de Célia Melville, celle de Solveig Gouir, et je pense que c'est à peu près tout. Euh, En tout cas, c'est les seules chaînes sur lesquelles moi j'étais tombée à ce moment-là, qui étaient ressorties dans mes recherches. Il y en avait peut-être d'autres, hein, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de ressources à ce niveau-là. Et du coup, bah, je me suis dit, quand moi ça m'intéresse. Et bah, quand j'ai cherché des infos, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos. Et je me suis mis à la place des personnes bah, qui voudraient, comme moi, peut-être se lancer, qui hésitaient à commencer à tirer les cartes, etc. Et je me suis dit, bah, bah oui, si j'aurais bien aimé avoir une vidéo de ce jeu pour savoir si c'est quelque chose qui me convient, pour l'acheter, etc. Donc c'est vraiment dans cette démarche-là que je me suis lancée. Parce que quand j'ai commencé, il n'y avait pas énormément de choses à ce sujet. Euh, il n'y avait pas encore tant de jeux que ça dans les librairies, hein. C'était un tout petit rayon encore. Début 2017, ça n'avait pas encore ça avait pas encore explosé. Bon, il y en avait un petit peu, mais c'était vraiment minime dans les rayons. Et je trouve que ça a commencé à exploser en 2018-2019, plutôt 2019. Donc voilà, c'était un moyen pour moi de partager du coup là-dessus parce que bah, très vite je me suis pris dedans. C'est quelque chose que j'ai trouvé passionnant. Et voilà, du coup j'ai eu envie de partager. Puis je me suis dit de toute façon, si j'en parle pas forcément à tout le monde autour de moi, bah, ceux qui vont tomber dessus, ce sont des gens qui vont s'intéresser à ce sujet. Donc voilà, ils vont pas me tomber dessus comme si j'étais je sais pas quoi. Donc je me suis dit, voilà, enfin, ça, qu'est-ce que je risque à en parler? Rien du tout. Ça me faisait plaisir. J'étais vraiment dans l'excitation de commencer ce cheminement. Donc voilà. Et du coup, bah, j'ai commencé avec YouTube, voyant que petit à petit, bah, il y avait un petit peu de monde qui arrivait. 100 personnes, 200, 300, 400. Voilà, quand ça a monté à quelques centaines de personnes, bah, je me suis dit, je vais faire une petite page communauté sur Facebook. Donc j'ai fait une petite page en dehors de ma page personnelle, on va dire, enfin, ou rattachée à ma page personnelle, mais vraiment dévolue à ce sujet. Et voilà. Après, il n'y a pas énormément de monde qui suit cette page Facebook. Et puis, je l'alimente de moins en moins parce que je suis de moins en moins sur Facebook. Parce qu'il y a trop de pubs, il y a trop de vidéos. Pas forcément en rapport avec ce que j'ai envie de voir. Enfin, faut faire beaucoup de tri sur Facebook. Donc, du coup, j'y vais pas super souvent. Et puis, Instagram, ensuite, est venu plus tard.
me suis pas lancée tout de suite sur Instagram parce que je connaissais pas, le fonctionnement trop de la plateforme. C'est voilà, j'avais beau être jeune, c'était quand même les plus jeunes que moi, qui utilisaient Instagram. Et puis je me suis dit: «Bah, allez, je vais tenter le truc» et puis, et du coup, ce que j'aime bien sur le fait de partager sur Instagram, c'est qu'on peut vraiment, choisir de partager de manière ciblée, un peu comme sur YouTube. Vous voyez? Je partage vraiment le contenu que j'ai envie de partager, pas nécessairement du contenu très personnel dans le sens, où je vais vous dévoiler, ma vie, mes vacances et cetera. Mais, plutôt du contenu, par centre d'intérêt. Donc ça, c'est ce que j'apprécie, sur Instagram. Bon, après, il y a du tri aussi à faire, hein, dans tout ce qu'on voit, mais voilà. Donc, bah, voilà pourquoi j'ai décidé de partager cette passion sur les réseaux. Alors, on alors on m'a dit, «Je sais que tu as commencé à tirer les cartes, relativement récemment et tu es déjà en pleine maîtrise. Passes-tu beaucoup de temps à apprendre?» Alors, déjà en pleine maîtrise, j'irai pas jusque-là. Il y a toujours des trucs qui sont pas forcément, maîtrisés ou super clairs. Voilà, j'ai encore de quoi faire, il y a encore des zones d'approfondissement, ça c'est certain. Par exemple, pour vous rassurer, les cartes de cours au tarot, je trouve que c'est quelque chose de difficile à appréhender. Ce sont les cartes qui me parlent le moins dans le tarot, de manière intuitive. Heu, donc ouais, ça j'ai galéré avec les cartes de cours. Du coup, quand je suis dans un tirage, j'y vais un peu, en freestyle et puis ça passe, voilà. Donc oui, hein, je suis pas, non, voilà, je considère pas que je suis en pleine maîtrise. Je pense pas qu'on puisse non plus, être en pleine maîtrise parce que c'est quelque chose qui continue d'évoluer. Le tarot, c'est pas un objet figé dans le temps. Heu, on le voit à travers les nouvelles formes de représentation qui sont introduites avec des jeux, plus, politiques dans leur approche. Par exemple, des jeux qui vont mettre la femme au centre du jeu, dans la représentation, avec des jeux entièrement féminins ou, les jeux, LGBTQ, enfin LGBT queer. Hem, voilà, on voit que ce monde-là aussi, est quelque chose qui est en évolution. C'est pas figé dans le temps, dans l'histoire. Je pense que la manière dont on interprète les cartes aujourd'hui n'est pas la manière dont on interprétait les cartes il y a 50 ans, par exemple, ou il y a 100 ans. Voilà. Donc du coup, je pense qu'on peut toujours continuer à apprendre. En plus, c'est quelque chose de très riche. Je n'utilise que le tarot Rider-Waite. Je ne maîtrise pas du tout le Marseille. Le Thoth, j'ai quelques jeux qui sont basés en partie sur le Thoth, mais je maîtrise pas le Thoth, par exemple. Donc voilà, je ne considère pas que je suis en pleine maîtrise, première chose. Et, et voilà, donc je suis touchée de voir que bah, vous m'accordiez autant de maîtrise à ce sujet. Mais en tout cas, voilà, je pense que assez rapidement, je me suis lancée sur ma chaîne sans tout maîtriser, mais j'ai fait, «Allez, bah, si tu sais pas, tu te débrouilles» et en fait, le fait de se lancer un petit peu comme ça, sans avoir forcément toutes les clés en main, bah, il faut quand même se débrouiller avec ce qu'on a et c'est ça qui permet d'avancer et d'évoluer. Parce que si on se met pas un petit peu en danger, d'une certaine manière, on on avance moins vite. Donc le fait de partager, sur ma chaîne des tirages ou, mon point de vue sur des jeux, de développer ma vision sur les jeux, c'est quelque chose qui m'a permis d'évoluer, d'avancer peut-être plus vite, je pense. Alors, est-ce que je passe beaucoup de temps à apprendre?
j'apprends pas dans le sens où je vais faire du bachotage. Je vais pas me faire des fiches de révision particulièrement. Alors j'ai commencé quelques carnets hein, où je prends des notes, où je note des choses, mais il y a plein d'interruptions, ça n'a jamais été fini. Euh, et voilà, on peut pas dire que j'apprends comme si j'apprenais une leçon. J'apprends en faisant, j'apprends en écoutant les autres, en regardant les autres faire. Mais pas que pour le tarot ou les cartes, hein, de manière générale, je suis comme une éponge. D'ailleurs, même au niveau émotionnel, hein, je suis assez, je crois que j'ai un côté très empathe, très marqué. Et, euh, et donc, bah, avec le savoir, les savoir-faire, les compétences, c'est pareil, je suis une vraie éponge. Il n'y a pas besoin de me montrer 10 fois, j'ai compris, quoi. Donc, voilà, je pense que j'ai une capacité d'assimilation qui est plutôt rapide. J'ai toujours eu une plutôt bonne mémoire, ce qui a toujours été plutôt un avantage pour moi. Donc, voilà, je passe pas nécessairement beaucoup de temps à apprendre. Par contre, je passe beaucoup de temps à regarder du contenu lié aux cartes. Parce que c'est quelque chose qui me passionne et franchement, bah, je préfère voir quelqu'un d'intéressant présenter un jeu qui vient de sortir et aller décortiquer le symbolisme dans les cartes. Je préfère regarder ça des fois que de regarder une série qui m'intéresse pas à la télé ou un film que j'ai déjà vu 40 fois. Voilà, donc du coup, plutôt que de regarder du contenu à la télé qui va pas m'intéresser, bah, je vais regarder des vidéos sur YouTube sur les cartes. Voilà, donc bah forcément, j'y passe quand même un certain temps, oui. Et bah, à force de voir, d'entendre, oui, on fait son petit marché, on récupère des choses à droite, à gauche. Et je pense que c'est sûrement plus parlant de faire par rapport à des souvenirs comme ça que avec des fiches de révision, quoi. Donc, euh, donc voilà, pour répondre à la question. Alors. Euh, on m'a dit, alors, qu'est-ce que ça t'a apporté de créer tes propres jeux? Donc, effectivement, cette année, j'ai créé 3 jeux. Donc, j'ai commencé en ordre chronologique par créer donc mon tarot, le Dreams of the Past Tarot, donc en version française. Donc avec le dos comme ça. D'ailleurs, le dos anglais ressemble à ça. Donc ce jeu, j'ai commencé à le faire aux alentours du 20 juin. Et donc j'ai commencé à le créer parce que j'étais assez attirée par ce genre de jeu à partir d'œuvres d'art anciennes. Je suis quelqu'un qui aime les choses jolies. Enfin voilà, j'ai un sens de l'esthétique. Je m'intéresse à la joaillerie, je m'intéresse à la musique, à la manière enfin, à la fabrication des instruments. Voilà, je m'intéresse à plein de choses. Et donc, voilà, je trouvais ça assez sympa de transposer le tarot dans des images voilà, de peinture classique. Et donc, j'avais fini par acheter le Revival Art Tarot, première édition, de chez Taroko Studio. Donc c'est celui-ci. Et au moment de l'acheter, j'avais beaucoup hésité entre l'édition 1 et l'édition 2 parce qu'ils ont renouvelé toutes les cartes en fait entre les deux éditions. Donc c'est 2 jeux en fait totalement différents. Et j'étais finalement partie sur celui-ci. Voilà, de très grandes cartes. Et bah, j'étais un peu frustrée parce que mon jeu idéal, ça aurait été un peu un mélange des deux et voir de quelques autres jeux où j'avais vu d'autres peintures que je trouvais sympas, un petit peu dans le même style. Et donc, bah, j'ai commandé celui-ci, je l'ai reçu au mois de
de juin, je crois, ou juillet. Et quand je l'ai eu en main, bah, effectivement, il est beau, le carton est joli, etc. Mais à l'utilisation, je ne le trouve pas pratique. Je ne trouve pas pratique parce que déjà, les cartes, elles sont un peu grandes par rapport à mes mains. Je suis team petite main. Et, euh, et puis, un carton mat, mais je trouve qu'il glisse pas super. Vous voyez, les cartes, elles ont tendance à venir un petit peu en paquet. Et donc, ça me frustrait un peu parce que du coup, j'ai payé cher ce jeu, mais finalement, j'en ai pas tiré vraiment la satisfaction que j'en attendais, quoi. C'est un très très beau jeu, mais ergonomiquement, pour moi, il n'est pas pratique. Et puis, voilà, j'avais toujours en tête cette idée que j'avais envie que mon jeu qui serait bien dans ce genre-là, ce serait un mélange des deux. Et puis, je me suis dit, bah, je vais regarder comment on fait un oracle. J'ai cherché sur YouTube et voilà, j'ai vu des gens qui présentaient comment faire des oracles avec Make Playing Cards. Et après, en gros, bah, vous faites votre jeu, vous transférez les images sur leur site, ou vous transférez les images et puis vous faites ce que vous avez à faire sur le site. Et une fois que c'est fait, que c'est validé, enregistré, vous n'avez plus qu'à envoyer une impression, ça envoie une impression votre jeu et vous le recevez à la maison un mois plus tard. Donc voilà, je prenais pas grand risque à essayer, donc je me suis dit que j'allais essayer. Et voilà comment ça a commencé. Donc ce tarot, j'ai commencé aussi à le faire à une période de changement important dans ma vie, puisque j'allais quitter la région dans laquelle j'habitais depuis 6 ans. Donc je quittais aussi des collègues de qui j'étais devenue plutôt proche. Je quittais des amis. Enfin voilà, je commençais, allez, je commençais limite tout juste à me sentir bien là-bas et au moment où j'ai dû partir. Et je pense que le fait de m'occuper l'esprit à faire ça, ça m'a permis voilà, de mettre un peu le côté, le fait que je devais partir et que ça allait me faire une grosse coupure, un gros changement. Bon, même si le changement et la coupure, j'ai eu les effets hein, après, mais voilà, ça m'a permis de m'évader un petit peu, de penser à autre chose. Et quand j'ai fini mon tarot, celui-ci, bah, c'était vraiment les tout derniers jours où mon chat était très malade avant de mourir. Et il était dans la pièce avec moi parce que quand on est sur des activités calmes comme ça, il aime bien venir nous coller. Donc comme ça, je l'avais à côté de moi. Et puis en même temps, ça m'évitait de trop penser sur le fait qu'il n'avait pas l'air bien, même si voilà, je voyais qu'il était pas bien, mais ça m'évitait de... Ouais, ça me permettait d'avoir une échappatoire un petit peu parce que je savais que ça allait pas bien se finir et j'avais envie d'être avec lui, mais sans me préoccuper en permanence de ce qui se passait. Pouvoir avoir ouais, une sorte d'échappatoire, quoi. Donc ça m'a apporté ça. Ensuite, celui-ci, là, ma boîte à tirage, donc le premier que j'ai fait imprimer par contre, puisque je l'ai fini avant, c'est parce que j'en avais un peu marre de faire toujours les mêmes tirages. Et ce genre de jeu existe en anglais, en jeu auto-publié, mais il n'y en a aucun qui existe en français. Donc je me suis dit, si ça n'existe pas, je vais le faire. Voilà. Donc je l'ai fait et puis au départ j'ai commencé, j'ai réfléchi à une cinquantaine de cartes puisque j'avais un jeu vierge d'une cinquantaine de cartes. Et après je me suis dit, ah mais j'ai encore plein d'idées, ça va pas, il faut que je commande un deuxième jeu. Puis je me suis dit, c'est complètement con, je vais acheter je sais pas combien de jeux moches où j'aurais fait les trucs moi-même, où ce sera pas super beau. Pourquoi je me fais pas un beau jeu alors que je pourrais me faire un beau jeu? Donc voilà, du coup je l'ai fait imprimer, j'en suis contente, je l'utilise. Et le troisième jeu, donc Message de l'au-delà, qui est là.
Bah, lui, je l'ai fait parce que, ça a été mon processus de deuil, en fait. Au mois d'octobre, à la Toussaint, on a une amie, qui est décédée, une amie commune entre ma maman et moi. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup touchée, ça m'a beaucoup marquée, beaucoup plus que ce que je pensais d'ailleurs. Donc voilà, il y a ce deuil qui avait été un petit peu difficile à faire. Les choses s'étaient un petit peu tassées et bah, juste avant Noël, 10 jours avant Noël, mon chat que j'avais depuis 15 ans est mort. Et bah, mon chat, c'était mon bébé, quoi. Parce que si vous avez suivi depuis le début les FAQ, vous savez que je me suis tournée vers cet univers des cartes parce qu'on avait des soucis de fertilité, qu'on essayait de comprendre ce qui se passait. Et bah, les choses n'ont toujours pas évolué, hein. 10 ans après, on n'a toujours pas d'enfant. Donc, bah, mon chat, mes animaux, ce sont mes bébés, quoi, par transfert peut-être. Donc, donc ça m'a beaucoup, beaucoup touchée en fait quand je l'ai perdu. Je pense que honnêtement, quand il est mort, ça m'a fait plus de peine que des fois d'avoir perdu certaines personnes. Donc, j'avais besoin de savoir qu'il allait bien. J'avais besoin de savoir où il était dans son parcours, de pouvoir me dire que je pourrais continuer à entretenir un lien avec lui. Et bah, quand j'ai regardé dans mes jeux, j'avais pas ce genre d'outil à ma disposition, j'avais pas ce genre d'oracle. Alors évidemment, ça existe, mais des fois, il y avait une connotation peut-être trop religieuse qui pouvait me déranger dans les messages. Et j'avais envie de faire des messages que je comprenne, qui me ressemblent. Et du coup, que j'avais besoin d'entendre aussi, besoin d'exprimer, de verbaliser. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé ce dernier oracle. Donc, bah, qu'est-ce que ça m'a apporté de créer mes jeux? Euh, Ça m'a apporté le fait de créer des outils que j'avais pas et dont j'avais besoin pour celui-ci et puis pour la boîte à tirage. Ça m'a... Qu'est-ce que ça m'a apporté encore? Bah, ça m'a apporté la satisfaction d'avoir un objet que j'ai fait moi-même dans les mains, parce que quand vous faites quelque chose par vous-même, c'est vraiment une super grande satisfaction. Et d'autant plus là qu'on a un joli résultat qui est professionnel, hein, je veux dire, c'est de l'impression professionnelle, donc ça n'a rien à voir avec du papier qu'on imprimerait dans son imprimante, hein, c'est du vrai bon carton de belle qualité, quoi. Donc du coup, bah, c'est une vraie satisfaction de faire ça. Puis c'est ma passion, les cartes. Donc ça fait longtemps que je me disais que j'avais envie de créer un oracle. Et bah, cette année, c'est passé plein de choses et ça a été un petit peu le déclencheur, quoi. Et puis pour le tarot, bah voilà, ça m'a apporté aussi beaucoup de satisfaction de réussir à créer un tarot. En même temps, ça m'a permis de réfléchir à la manière dont je perçois les cartes, quels sont quel est le symbolisme qui est important pour moi dans les différentes cartes. Donc, bah, ça m'a permis aussi d'étendre ma réflexion. Et puis, bah, ça me donne aussi l'occasion de partager avec vous ma manière de voir les choses aussi, hein, parce que quand on partage un oracle, une création, on partage aussi un petit peu sa vision avec les autres. Voilà. Alors, je crois que pour l'instant, je n'ai plus qu'une question, donc ça tombe bien parce que sinon, ça va être trop long. On m'a dit, j'ai des appréhensions pour me lancer sur YouTube, pour faire une chaîne en rapport avec les cartes. Quels sont tes conseils pour se lancer? Euh, Va sur YouTube, appuie sur le bouton créer une chaîne. Voilà. Choisis un nom, peu importe. Le nom, tu peux le changer plus tard si tu as envie. Et lance-toi. Voilà, ça c'est mon conseil. Euh, Qu'est-ce que tu risques? Si les gens regardent, bah, tant mieux. Si les gens regardent pas, tant pis, c'est pas grave. Personnellement, ma chaîne,
bah, je suis contente de la manière dont elle tourne parce que voilà, j'ai une petite communauté sympa. Mais on peut pas dire non plus que ma chaîne, c'est un succès, énorme parce que, bah, ça fait depuis 2017 que je poste des vidéos et voilà, je suis à 2000, péniblement 2 500 abonnés. Donc c'est bien, c'est bien, mais voilà, c'est pas non plus, voilà, je suis pas une youtubeuse très importante non plus, loin de là. YouTube ne me fera pas vivre, hein, ça c'est clair. Donc, donc en fait, t'as rien à perdre. Je pense que YouTube, c'est une formidable plateforme d'échange si tu as envie de partager ta passion. Euh, donc voilà, il n'y a rien à craindre, simplement te lancer et puis bah, après, avance petit à petit, commence par des choses où tu te sens à l'aise. Demande-toi quel genre de contenu j'aimerais trouver sur YouTube, qu'est-ce que j'aime regarder. Et je pense que ça te donne déjà une bonne piste pour savoir quoi proposer aux autres. Voilà, puisque quand moi j'ai commencé ma chaîne, bah j'ai fait les vidéos parce que justement c'est ce que j'aurais aimé trouver sur YouTube. J'aurais aimé avoir ce type d'informations, de contenu et voilà, je me suis dit bah je peux le proposer aux autres. Si ça y est pas, bah je vais m'en charger. Donc voilà, puis après l'appréhension de se regarder, de s'entendre, oui, je peux comprendre. Euh, je montre rarement ma tête, à part sur ce type de vidéo un peu plus personnel, un peu plus FAQ, mais il n'y a aucune obligation de montrer sa tête sur YouTube. Si tu as peur pour ton anonymat ou qu'on te reconnaisse, tu peux juste faire comme quand je fais les tirages et filmer une table ou autre chose. Voilà. Euh, mais en même temps, c'est utile, hein, ça permet de, d'adopter son image et de se confronter à son image, ce qui est pas, voilà, ce qui est pas forcément évident, mais c'est important de le faire. Et écouter sa voix aussi, c'est une expérience assez bizarre. Au début, ça me mettait assez mal à l'aise d'écouter ma propre voix, d'entendre ma voix, puisqu'on n'entend pas la même voix que, que de l'intérieur, on va dire. Et puis finalement, je me suis habituée et finalement, j'aime bien écouter parler maintenant. C'est horrible de dire ça. Ça fait super prout-prout ou je sais pas quoi. Oui, moi, j'aime bien m'occuper. J'aime bien m'entendre parler. C'est mon côté Gémeaux. C'est mon côté Gémeaux, les amis. Ouais, non, voilà, lance-toi. Euh, si tu es timide, que tu as peur qu'on te reconnaisse, bah, ne montre pas ton visage. T'es pas obligé de le faire. Et puis pour le contenu, bah, présente du contenu que tu aimerais trouver, les choses qui t'intéressent. Et à partir du moment où tu parles des choses avec entrain, avec passion, bah, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Voilà, j'espère que ce conseil t'est utile. Après, sur les aspects techniques, comment créer sa chaîne YouTube, je suis pas une super informaticienne. Donc, bah pour ça, il y a plein de vidéos de gens beaucoup plus spécialisés que moi. YouTube, tu peux trouver tout ce que tu veux comme info, donc voilà, va plutôt voir des gens plus spécialisés là-dessus. Et puis après, sur comment faire une chaîne YouTube qui marche, bah tout dépend de ce que tu appelles une chaîne YouTube qui marche. Moi, je considère que ma chaîne marche dans le sens où bah, j'ai quand même du monde qui me suit. Et que tant que j'ai du retour sur ce que je fais, bah, c'est que ça marche. Du moment que j'ai une personne qui est contente que j'ai posté ma vidéo, ma journée, elle est faite, quoi. Après, pour d'autres personnes, avoir une chaîne qui marche, c'est avoir plus de 10 000 abonnés, avoir des revenus grâce à YouTube. Ça, je peux pas te dire comment ça marche parce que je sais pas faire, apparemment. Euh, voilà. Mais je pense pas que ce soit le but non plus de ta question. Et, euh, et quand j'ai démarré ma chaîne, c'est pas du tout dans une optique marketing que j'ai démarré ma chaîne, c'est vraiment dans une optique de partage et de passion. Donc voilà, je pense que c'est l'essentiel et c'est ce qu'il faut garder en vue quand on fait son contenu pour que ça reste quelque chose d'agréable à regarder pour tout le monde. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. À bientôt.